Le pays soutient la lutte, les luttes de libération de l'Angola, puisque l'Angola étant une colonie portugaise à l'époque, du Mozambique, colonie portugaise à l'époque, de la Guinée-Bissau, colonie portugaise à l'époque, Sao Tomé et Principe. Soutient la résistance du peuple vietnamien contre les bombardements quotidiens américains sur le Nord-Vietnam, et soutient le Fatah de Yasser Arafat. Cependant, on peut noter que sur le plan social, il y a la diminution de la capacité des populations à se nourrir correctement. En plus, les questions de la dépendance, des questions que la jeunesse posait sur l'indépendance du pays, etc., n'étaient pas résolues. Le divorce entre le discours et la réalité devient de plus en plus éloquent. Donc, les contradictions apparaissent au niveau du parti, puisque c'était un seul parti qui dirigeait l'État, et à cette époque-là, c'était le parti qui dirigeait l'État, c'est-à-dire que pour être chef de l'État, il fallait être chef du parti, celui qui contrôlait le parti devenait président de la République. C'était comme ça. Donc, les divergences au sommet, au niveau du parti, donc ce sont des divergences qui vont se reporter au niveau de l'État. Donc, dans le parti unique, il y a toutes les influences, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ils sont tous dans le même parti. Et cette guerre d'école au sein du parti va faire de telle sorte que cette jeunesse qui avait accompagné le mouvement d'août 63 pense à tort ou à raison que la droite du Parti congolais du travail veut les éjecter du pouvoir. Donc, la question s'est posée, qui va dégager les autres? Le premier, est-ce la droite du parti ou est-ce la gauche du parti? Et c'est ce qui s'est passé le 22 février 1972. Donc, le lieutenant Ange Diawara, avec ses compagnons, vont tenter de renverser le pouvoir du président Marien Ngouabi, considéré comme allié de la droite du parti. Ils échouent dans leur tentative. Il s'ensuit une terrible répression. Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Jean-Claude Bakekolo, donc 4 fugitifs qui vont fuir, puisque tous les autres sont arrêtés, et il y aura près de 1600 arrestations, et puis il y a 4 fugitifs. Donc, il va y avoir 3 assassinats pendant cette répression-là, du lieutenant Prosper Matumpapolo à Pointe-Noire, du membre du comité central, ancien ministre Élie Théophile Ichou, du chanteur populaire que certains connaissent à travers ses disques qui sont immortels, Franklin Bukaka, qui a chanté Pont sur le Congo, Les Immortels, etc., tout ça là, qui seront froidement assassinés. Les 4 réfugiés vont écrire un texte, l'autocritique du M22, dont l'Harmattan a publié et qui se trouve sur les tables là-bas. L'autocritique du M22. C'est un texte qui va fédérer ce qui reste de la gauche progressiste en ce moment-là au Congo. Et dans ce texte, ils reconnaissent les fautes qu'ils ont commises quand eux, ils étaient à la tête de l'État. Donc, ils critiquent leurs propres pratiques au pouvoir, ce qui ne se voyait jamais. C'est rare de voir un homme politique reconnaître qu'il a fait des fautes pendant qu'il exerçait. Donc, ils ont critiqué les comportements qu'ils avaient, du subjectivisme, de l'occidentalisme, de l'entrisme, de l'esprit combinard, etc., tout ça là. Donc, à travers son activité politique et son dynamisme, le groupe va redonner à la lutte contre le néocolonialisme au Congo un nouvel élan. Donc, ils créent un foyer révolutionnaire, reprennent contact avec leurs sympathisants et constituent ce qu'on appellera le M22, donc le mouvement du 22. Donc, il arrive qu'en 1973, il y a la fin tragique, c'est-à-dire que le pouvoir congolais arrive à arrêter et assassiner tout le noyau dirigeant, donc ceux qui étaient retranchés à la campagne, donc les Ange Diawara et ses 4 compagnons, plus tous les jeunes qui les avaient suivis, une dizaine, 17, tous exécutés. Donc le texte autocritique du M22 qui est là, tire pour la période 63-73 des leçons importantes et apporte un nouvel éclairage sur l'évolution de la lutte révolutionnaire au Congo, à savoir la nécessité de créer une organisation autonome de la classe ouvrière pour organiser et impulser le mouvement de masse,
la destruction de l'appareil d'État bourgeois bureaucratique et néocolonial, instrument de domination et d'exploitation des masses populaires au service de l'impérialisme et de la classe dirigeante. Il s'agit ici de créer les bases d'une indépendance économique pour que chaque Congolais ait les moyens de vivre décemment, que l'école marche, que les services de santé fonctionnent et soient gratuits, de construire des routes, des ponts, etc. En un mot, de créer les conditions du développement. L'on peut considérer comme autre acquis de cette expérience la lutte pour la véritable souveraineté du pays, le départ des bases militaires françaises, ce que j'avais dit, la laïcisation de l'enseignement et ce qui permettait aux élèves et aux étudiants d'avoir le même programme, qu'il soit du public ou du privé. Bon, parce que les gens ont la capacité de vouloir créer, selon qu'ils sont dans des écoles privées, de ne pas vouloir respecter le programme officiel. Et là, c'était terminé, tout le monde avait le même programme. Quel enseignement tirer de tout ça? Alors, ce sont des jeunes Africains qui, au début des années 70 au Congo-Brazzaville, qui ont pris l'initiative de renverser la table. Car la pratique du pouvoir en place de l'époque ne cadrait pas tout à fait à l'idéologie officielle gravée comme dans le marbre. Le régime se voulait socialiste, donc à gauche toute. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passait. Donc ces jeunes qui étaient menés par le lieutenant Diawara avaient autour d'eux des militaires, des élèves, des étudiants, des ouvriers, et avaient pour but non seulement de renverser le pouvoir, mais aussi de le prendre et de l'exercer, pour mettre en place leurs idées. C'est sans doute à ce niveau que l'on peut s'apercevoir des différences entre le M22 et le mouvement qui vient de balayer Blaise Compaoré. Parce que dans le mouvement qui vient de balayer Blaise Compaoré, les manifestants ont d'abord voulu empêcher Compaoré de modifier la Constitution. Ensuite, progressivement, ils ont demandé à Compaoré de démissionner. Ils ont obtenu, les deux, ils ont obtenu le fait de ne pas modifier la Constitution, ils ont obtenu aussi le départ de Compaoré. Mais le seul problème, c'est que ils n'ont pas prévu qui dans le mouvement viendra prendre le pouvoir. Et le problème du Burkina aujourd'hui est celui-là, parce que ceux aujourd'hui qui gèrent et dirigent le Burkina, ce n'était pas ceux qu'on attendait en fait. C'est pas ceux-là qu'on attendait. Donc aujourd'hui, ceux qui étaient hier les amis de Compaoré, ils sont aujourd'hui aussi aux affaires. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous posons la question, qu'est-ce que un Isaac Zida ou un Michel Kafando font à la tête de la transition? L'avenir ou l'histoire nous le dira. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, on met beaucoup de points d'interrogation. Donc au Burkina, on peut dire que les deux objectifs immédiats ont été atteints. Et dans le cas du Congo, il n'en a rien été. Donc on a voulu le départ de Ngouabi. Ngouabi a gagné. Et la jeunesse et tous ces leaders qui contestaient ont été liquidés, exécutés. Donc l'expérience congolaise proprement dite nous apprend qu'il est nécessaire de poser correctement, dans le cas des luttes de libération, la question de l'organisation des révolutionnaires. C'est-à-dire que si vous ne vous organisez pas correctement, ce n'est pas la peine d'amener les gens à aller vouloir conquérir le pouvoir, pour arriver et dire qui prend le pouvoir. Si on dit qu'on veut aller au pouvoir, il faut créer les conditions d'aller prendre et d'exercer le pouvoir. Donc, il faut éviter d'aller en demi-teinte. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque le M22, en tant que mouvement politico-militaire, n'existe plus? Ce qui reste, il reste des idées. Il reste des idées, ces idées même qui nous animent aujourd'hui, de nous battre pour sortir le continent de sa longue
de cette nuit dans laquelle les autres voudraient nous maintenir, qui s'appelle traite, qui s'appelle esclavage, qui s'appelle colonisation, qui s'appelle aujourd'hui néocolonisation. Nous devons nous battre, continuer à nous battre pour sortir le continent de cette difficulté-là. Donc, pour finir cet exposé, je voudrais ici, au nom de la Ligue panafricaine Umoja, lancer un appel aux panafricanistes ici présents à rejoindre la Ligue panafricaine Umoja afin de réaliser ensemble la marche vers la construction de l'État fédéral et de cesser de croire que les États-Unis d'Afrique, quand bien même, quand on interroge tous les Africains, ils sont tous d'accord pour qu'on ait les États-Unis d'Afrique, mais en tous les cas, pour que les États-Unis d'Afrique arrivent, ne pensons pas que ça va être fait par procuration. Ne dites pas que ce sont les autres, c'est nous, nous-mêmes, qui devons créer les conditions pour que cela soit possible. Donc, nous, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, je le répète encore ici, nous acceptons en notre sein tous les courants panafricanistes, que tu sois lumumbiste, garvéiste, diopiste, kroumiste, sankariste, pourvu qu'on soit d'accord sur des objectifs clairement partagés, afin que dans chaque territoire africain, la lutte politique soit menée. Notre organisation est la vôtre. Elle a mis le cap sur la construction d'une organisation fédérale dans laquelle se reconnaîtront tous les courants acquis à la finalité, c'est-à-dire la construction de l'État fédéral. Conséquence logique, on aura une monnaie commune, une défense commune, une citoyenneté commune. Donc voilà la réponse que vous propose aujourd'hui la Ligue panafricaine Umoja, construisant ensemble une organisation fédérale qui nous conduira à réaliser l'avènement des États-Unis d'Afrique. Umoja ni nguvu. Je vous remercie.